La victoire dans le Pacifique est à l'horizon, mais pas assez vite. Pas assez vite pour les milliers de militaires américains confrontés à un ennemi suicidaire. Un ennemi qui ne se rendra pas, qui considère la mort au combat comme un honneur sacré, et qui a transformé chaque île, chaque grotte et chaque plage en terrain de mort. Pour mettre fin à la guerre épique dans le Pacifique, il faudra recourir à la forme de guerre la plus destructrice jamais inventée par l'humanité. Voici l'histoire d'un fanatisme terrifiant et d'un héroïsme personnel, raconté avec des détails saisissants grâce à des images en couleur spécialement restaurées et à de rares séquences filmées par les soldats eux-mêmes, rassemblées pour la première fois afin de répondre à la question qui nous hante encore. Pourquoi le Japon croyait-il que l'Amérique ne porterait jamais le coup décisif et quel prix inimaginable les deux camps ont-ils payé pour prouver le contraire? Les images qui subsistent de ces années sont obsédantes, granuleuses, blanchies par le soleil, montrant de jeunes hommes avançant dans les vagues, vers des plages qu'ils ne quitteront peu, être jamais, des films en couleurs rares et précieux, capturant dans le même cadre le bleu éclatant du ciel du Pacifique et la fumée brune et laide de la bataille. Des films amateurs tournés par les soldats eux-mêmes, des images jamais destinées aux actualités, montrant la guerre telle qu'elle était vraiment, et non telle que les propagandistes voulaient la faire apparaître. Ces images, dont beaucoup n'ont pas été vues depuis des décennies, nous rapprochent plus que n'importe quel livre d'histoire de la vérité de ce qui s'est passé dans le Pacifique. 2 ans et demi après Pearl Harbor, l'heure de la riposte a enfin sonné. Une campagne éprouvante pour dominer les mers, une stratégie de saut d'île en île pour reconquérir le territoire, mètre par mètre, au prix du sang, a donné aux forces américaines l'avantage dans le Pacifique. La bannière étoilée flotte de nouveau au-dessus d'atolls et de plages qui avaient été engloutis par l'avancée japonaise, mais pas un seul instant. Quelqu'un croit-il que le Japon est prêt à céder? La manière dont le soldat japonais combat est terrifiante. La reddition est impensable. Chaque entrée de grotte dissimule un tireur. Chaque bunker abrite une garnison prête à mourir jusqu'au dernier homme. Et la perspective de contraindre le Japon lui-même à capituler, de voir des bottes américaines fouler les îles principales japonaises, suffit à tenir éveillés la nuit les planificateurs les plus aguerris, car forcer le Japon à en arriver là sera sanglant et amer au-delà de toute imagination. En Europe, les soldats américains savent qu'ils peuvent vaincre leur ennemi dans une bataille conventionnelle. À l'été 1944, la fin est en vue. La Wehrmacht vacille. Les Alliés se rapprochent à l'Est comme à l'Ouest. Mais dans le Pacifique, l'expérience amère dit autre chose aux combattants. Ils ont dû développer de nouvelles armes violentes et des tactiques sauvages pour égaler la barbarie de leur ennemi. Ils ont recours aux lance-flammes, à l'artillerie massive et aux chars pour progresser. Et pour chaque centimètre de terrain, les Japonais infligent un tribut cruel et implacable. Le général George C. Marshall, chef d'état-major de l'armée des États-Unis, craint que vaincre le Japon ne puisse se faire qu'au prix d'un coup effroyable en vie américaine. Il a vu les rapports de perte de Tarawa, de Saipan, de Peleliu. Il sait ce qu'il en coûte de prendre ne serait-ce qu'une petite île à un ennemi qui refuse de se rendre. Et désormais, on demande aux généraux d'envisager quelque chose de bien plus vaste, l'invasion du territoire japonais lui-même. Désespérés d'éviter cela, Marshall et ses collègues du comité des chefs d'état-major interarmés élaborent un plan. C'est une stratégie simple en 2 volets. 1. Bloquer et affamer le peuple japonais. 2. Bombarder leurs usines et anéantir leur capacité à faire la guerre. L'espoir est que ces 2 forces puissent détruire la volonté du Japon de continuer à se battre sans qu'un seul soldat américain ait à poser le pied sur le sol japonais. La première phase commence en mer. Des sous-marins américains opérant depuis les Philippines et des avions décollant des ponts des porte-avions américains mettent le Japon sous blocus et coupent ses lignes d'approvisionnement vitales. C'est une étreinte silencieuse et implacable. Matières premières, vivres et transports de troupes sont envoyés par le fond dans une campagne d'interdiction qui se déroule jour et nuit, par tous les temps, avec une efficacité impitoyable. Des pétroliers en provenance des Indes néerlandaises, des cargos de Mandchourie, des transports de troupes à destination des garnisons lointaines de l'Empire, tous sont traqués et détruits. Le résultat, tout au long de 1944, est dévastateur. Le Japon perd 300 000 tonnes de tonnage chaque mois. Les stocks alimentaires chutent dans les îles principales. Les rations de riz sont réduites, puis réduites à nouveau. Des millions de personnes ont faim. Une famine se profile. L'ancienne puissante flotte marchande japonaise est saignée à blanc. Ces navires sont pourchassés par des sous-marins américains qui rôdent sur les voies maritimes avec une précision mortelle. Mais malgré cela, le peuple japonais tient bon. Il endure. Il se serre la ceinture,
s'occupe de ses maigres potagers et s'incline devant l'empereur en attendant le prochain coup. Il est temps de passer à la phase 2, détruire la machine de guerre japonaise depuis les airs, et c'est l'occasion pour un homme en particulier de marquer le cours de l'histoire. Curtis LeMay est un major général aguerri, mâchonnant son cigare au sein du 20 groupe de bombardement de l'United States Army Air Force, basé en Chine. C'est un partisan acharné, direct et infatigable du bombardement stratégique. Un homme qui croit, de toutes les fibres de son être, que le Japon peut être forcé à capituler depuis le ciel. Lui et ses supérieurs proposent un assaut terrifiant, une guerre aérienne sans précédent qui réduira en miettes les usines japonaises et anéantira sa capacité industrielle. Mais les défis auxquels LeMay est confronté sont énormes. Les distances dans le théâtre du Pacifique sont immenses, presque incompréhensibles pour un esprit européen habitué à raisonner en centaines de miles, et non en milliers. Le Japon se trouve à plus de 1500 miles des pistes alliées les plus proches, et les bombardiers lourds ne peuvent pas décoller de porte-avions. L'océan Pacifique lui-même est l'ennemi, une étendue bleue sans repère, sans piste d'atterrissage d'urgence et sans secours pour un équipage qui s'abîme en mer. LeMay, cependant, pense disposer de la machine idéale pour vaincre ces distances, le tout nouveau Boeing Bing 9 Superfortress. Il est le fruit d'un programme de développement de 3 milliards de dollars, le plus coûteux de toute la guerre, plus cher encore que le projet Manhattan. Le B-29 est un bombardier quadrimoteur de pointe, doté de cabines pressurisées, de tourelles de tir télécommandées et d'un nouveau système informatique sophistiqué de conduite de tir. Surtout, il peut effectuer l'aller-retour jusqu'au Japon grâce à son autonomie considérable de près de 4000 miles. Cela signifie que le B-29 peut opérer depuis des bases en Chine et depuis les îles Mariannes, récemment conquises dans le Pacifique central. Depuis Chengdu, en Chine, 62 B-29 décollent pour leur première mission de combat, leur cible étant les aciéries de Yawata, au centre du Japon. La distance est telle que les superfortresses doivent voler sans protection, sans escorte de chasseurs. Cela oblige les bombardiers à voler à très haute altitude, à 30 000 pieds, où les chasseurs japonais auront du mal à les atteindre. Chaque V-9 emporte une charge de 8 bombes explosives de 500 livres, larguées depuis 6 miles au-dessus de la Terre. L'objectif est simple et ambitieux, raser les aciéries et entamer la destruction systématique de l'industrie de guerre japonaise. Mais les attaques sont menées depuis une altitude si élevée qu'elles manquent entièrement leur cible. Les puissants vents du courant jet japonais sont violents, des rivières d'air invisibles, qui hurlent à travers la haute atmosphère, à des vitesses dépassant 100 000 à l'heure, dévient les bombes de leur trajectoire de façon incontrôlable. C'est des débuts décevants pour cet avion de plusieurs milliards de dollars. Et la précision du B-29 ne s'améliore pas lors des raids supplémentaires dans les semaines qui suivent. Bombe après bombe tombe à côté. Usine après usine reste intacte. Le grand plan visant à forcer le Japon à se rendre par des bombardements de précision ne fonctionne tout simplement pas. Curtis LeMay est promu pour prendre personnellement le commandement de toute la campagne de bombardement. Sa réponse au problème est caractéristiquement directe. Bombarder davantage et bombarder plus durement. Il élabore alors une nouvelle tactique qui changera à jamais la nature de la guerre aérienne et hantera la conscience des nations pendant des décennies. La tempête de feu. LeMay décide d'utiliser une nouvelle arme terrifiante, la bombe incendiaire à fragmentation Mai 69. Une précision extrême n'est pas indispensable. La Mai 69 utilise du napalm, un composé d'essence gélifiée qui adhère à tout ce qu'il touche et brûle à des températures extraordinaires, embrasant des quartiers entiers d'une ville. La logique est brutale et simple. Si vous ne pouvez pas atteindre une usine précise avec une bombe explosive larguée depuis 30 000 pieds, vous pouvez incendier tout le quartier où elle se trouve. Toute production de guerre dans cette zone sera consumée par l'enfer. Les bombardiers basés dans les îles Mariannes prennent pour cible la 6e plus grande ville du Japon, Kobe. Dans leur soute se trouvent des tonnes de bombes incendiaires. Et lorsque celles-ci tombent, Kobe brûle avec une férocité jamais vue auparavant dans la guerre du Pacifique. La ville est densément peuplée. Ces quartiers forment un labyrinthe de rues étroites bordées de maisons en bois et en papier qui s'embrasent au premier contact du napalm. Des districts entiers sont incinérés en quelques minutes. Des milliers de personnes meurent en hurlant dans les tempêtes de feu, piégées dans des rues devenues des rivières de flammes. La lueur orange est visible à des centaines de milles à la ronde. Un terrible phare brûlant dans le ciel nocturne, visible pour les navires au large. LeMay recommence, encore et encore. Il frappe 67 villes japonaises, dont la capitale Tokyo. Ville après ville est livrée aux flammes. Et pourtant les Japonais ne cèdent pas davantage. Ils commencent à riposter. Les chasseurs japonais et l'artillerie antiaérienne abattent des B-29 avec une efficacité croissante. Les équipages de LeMay subissent des pertes de plus en plus lourdes, avec près de 3000 aviateurs tués. Le moral baisse parmi les équipages de bombardiers. Des hommes
qui doivent monter dans leurs appareils avant chaque mission, en sachant que leurs chances de revenir diminuent à chaque raid. Lemay reste convaincu que les bombardements en tapis peuvent briser le Japon, mais pour réussir, il estime qu'un changement fondamental de tactique est essentiel. Les B-29 doivent voler plus bas, améliorer leur précision sur la cible, et cela signifie que des escortes de chasse sont absolument indispensables pour protéger les bombardiers contre les essaims d'intercepteurs japonais qui se dressent pour les affronter. Pour y parvenir, les chasseurs ont besoin de bases plus proches du Japon continental, sur des territoires tenus par l'ennemi. Lemay et les planificateurs militaires américains ont une île en tête, un minuscule rocher volcanique au milieu du Pacifique qui est sur le point de devenir l'un des terrains les plus disputés de l'histoire de la guerre. Son nom est Iwo Jima. Iwo Jima est la plus éloignée des îles principales du Japon. Elle mesure à peine 5 milles de long, une masse volcanique stérile et sulfureuse en forme de côtelette, dont le paysage est marqué par des évents de vapeur et recouvert de sable noir brûlant au toucher. L'île empeste le soufre, un gaz d'œuf pourri suinte du sol lui-même, une puanteur qui s'accroche aux vêtements et à la peau et ne disparaît jamais vraiment. Rien ne pousse ici sans lutter. Il n'y a pas d'arbre digne de ce nom, pas d'eau douce à proprement parler, et aucune raison pour qu'un être humain mette le pied sur ce lieu désolé, sauf pour une chose, sa position. Iwo Jima se trouve à 660 miles des principaux centres de population du Japon, à peu près à mi-chemin entre les îles Marianne et Tokyo, et elle possède 2 pistes d'aviation idéales pour des chasseurs comme le P-50 et un Mustang. Contrôler l'île signifierait que les B-29 de Curtis LeMay pourraient voler avec une escorte de chasse jusqu'à leur cible au-dessus du Japon et en revenir. Elle fournirait aussi une piste d'atterrissage d'urgence pour les bombardiers endommagés revenant de mission, une piste capable de sauver des centaines d'appareils et des milliers de vies. Pour les planificateurs de guerre américains, Iwo Jima n'est pas seulement souhaitable, elle est essentielle. C'est la clé qui ouvre la voie à la destruction finale du Japon depuis les airs. Mais depuis le début de 1944, les Japonais sont solidement retranchés sur Iwo Jima. La défense de l'île a été orchestrée par le général japonais Tadamichi Kuribayashi, un homme qui, ironiquement, avait servi comme attaché militaire à Washington dans les années 1920. Il connaît les Américains, il a parcouru leur pays, admiré leur puissance industrielle et étudié leurs méthodes de guerre. Il connaît leur puissance de feu, leur détermination et leur écrasante supériorité matérielle, et il a construit ses défenses en conséquence. Les 21 000 hommes de Kuribayashi ont passé des mois à transformer cette minuscule île en une forteresse comme les Américains n'en ont jamais rencontré. Ils ont creusé des tunnels, des kilomètres et des kilomètres, reliant bunkers, casemates et positions défensives profondément sous terre où ils sont à l'abri des bombardements. Les lignes défensives ont été volontairement reculées des plages, dissimulées dans les crêtes volcaniques et les ravins de l'île. Kuribayashi ne se fait aucune illusion quant à la victoire. Son objectif est plus simple et plus terrifiant, faire payer aux Américains chaque mètre en sang. Ces hommes croient être prêts à tout ce que les Américains peuvent leur lancer. Leurs ordres sont simples, tuer le plus d'Américains possible et mourir là où ils se tiennent. En février 1945, la plus grande flotte jamais rassemblée jusqu'alors dans le Pacifique arrive au large d'Iwo Jima. Elle compte plus de 400 navires, une armada qui s'étend jusqu'à l'horizon dans toutes les directions. À bord des transports de troupes, 60 000 Marines des 3e, 4e et 5e divisions attendent le feu vert. À la tête des débarquements se trouve le général du corps des Marines, Harry Schmidt, surnommé le Hollandais par ses hommes. Pour écraser toute résistance avant les débarquements, pendant 75 jours, l'île est pilonnée par un bombardement massif, vague après vague. Des avions embarqués sur porte-avions et des bombardiers moyens frappent les positions japonaises avec tout l'arsenal. Puis les gros canons de la flotte entrent en action. Cuirassés, croiseurs et destroyers déversent des milliers d'obus sur une île longue d'à peine 8 km. Le sol tremble, l'air se remplit de fumée et de poussière, et du sifflement des projectiles qui chutent. C'est l'aboutissement de l'un des bombardements les plus longs et les plus soutenus de toute la guerre. Les estimations du renseignement suggèrent que l'île devrait tomber en à peine une semaine. Rien ne pourrait sûrement survivre à un tel déluge. La première vague de péniches de débarquement se met en route. À bord se trouvent 8000 marines, de jeunes hommes venus de tous les coins de l'Amérique, dont beaucoup sortent à peine du lycée, serrant leurs fusils et fixant la côte sombre devant eux. Ils se dirigent vers une plage de sable volcanique noir qui s'étend au pied de la masse menaçante du mont Suribachi. Lorsque les marines atteignent la plage, il n'y a rien, aucune réponse des Japonais, aucun tir, aucune explosion, seulement le sifflement des vagues et le crissement des bottes sur ce sable noir étrange
meubles, presque poudreux. Pendant un bref instant surréaliste, il semble que le bombardement ait fonctionné. Peut être que les estimations du renseignement étaient justes. Peut être que les Japonais sont morts. Puis, l'île entre en éruption. Les défenseurs japonais s'étaient cachés sous terre pendant tout le bombardement, à l'abri dans leurs tunnels et leurs bunkers renforcés, attendant avec discipline et patience cet instant précis. Maintenant, ils jaillissent de la terre, déchaînant un torrent de feu depuis des positions que les marines ne peuvent même pas voir. Des mitrailleuses, des mortiers et de l'artillerie balayent les plages de toutes parts. Plus de 500 marines meurent sur ces plages de sable noir dans les premières heures, fauchées avant de pouvoir atteindre un abri qui n'existe pas. Le sable lui-même est l'ennemi, meuble et volcanique. Il engloutit les chenilles des véhicules, entrave chaque pas et fait s'effondrer les parois de chaque trou que les hommes tentent de creuser. Les soldats avancent péniblement sous une grêle de feu meurtrière, se traînant sur un terrain qui n'offre ni protection ni échappatoire. Au fil des heures, les marines se ressaisissent, se regroupent et progressent vers l'intérieur avec une détermination farouche, les dents serrées, qui en est venue à définir le corps des marines. À la fin de cette première journée terrible, 30 000 marines sont à terre, s'accrochant à une tête de pont sur une île sulfureuse, devenue le terrain le plus meurtrier de la planète. Au cours des 3 jours suivants, les combats sont sauvages et incessants. Tandis que les marines se battent pour atteindre le point le plus visible de l'île, le volcan de 550 pieds, le mont Suribachi. Le volcan domine l'extrémité sud de l'île, telle une sentinelle depuis ses hauteurs. Les observateurs japonais peuvent diriger le feu sur toute cible en contrebas, y compris les aérodromes essentiels, qui sont la raison même de la présence des Américains. Suribachi n'est qu'à un quart de mille des plages, mais les Marines doivent se frayer un chemin sur ces pentes abruptes et fortifiées contre un ennemi retranché dans chaque crevasse, chaque grotte, chaque pli de la roche. Le 23 février 1945, le moment le plus emblématique de toute guerre, est capturé en une seule photographie. Des Marines hissent la bannière étoilée au sommet du mont Suribachi. Un autre groupe d'hommes est en réalité le premier à planter un drapeau au sommet plus tôt dans la journée. Mais la scène est rejouée plus tard, avec un drapeau plus grand, pour les besoins d'un photographe, Joe Rosenthal de l'Associated Press. Il appuie sur le déclencheur et en cet instant crée l'image qui viendra immortaliser toute la guerre du Pacifique. 6 hommes unissant leurs efforts pour hisser un drapeau contre un ciel gris chargé de fumée. La photographie sera reproduite sur des timbres, des affiches d'emprunts de guerre et deviendra finalement le modèle du mémorial du corps des Marines à Arlington, en Virginie. C'est une scène inoubliable, un moment de triomphe, mais ce n'est pas la fin de la bataille. Loin de là. Les combats sur Iwo Jima se poursuivent encore pendant 21 jours d'agonie après le lever du drapeau, car les Japonais refusent de se rendre. Chaque tunnel doit être nettoyé à la main. Chaque bunker doit être réduit. Les Marines se déploient dans la partie nord de l'île en repoussant les dernières charges suicides Banzai. Des ruées désespérées et hurlantes de soldats japonais qui préfèrent mourir en se jetant sous le feu des mitrailleuses plutôt que de déposer les armes. Les derniers défenseurs de l'île sont délogés de leur position au lance-flammes, grotte par grotte, dans des combats qui se rapprochent de l'enfer autant que tout être humain ait pu en faire l'expérience. 36 jours après le début, Iwo Jima est déclaré sécurisé. Les Américains disposent du point d'appui dont ils ont tant besoin pour leur guerre aérienne contre le Japon. Mais le prix de cette petite île est terrible. 6821. Des marines sont tués, 18 000 autres sont blessés. Tout cela pour capturer un morceau de terrain long de seulement 5 milles. Les pertes totales sont proportionnellement pires que celles subies sur les plages de Normandie le jour J. 27 médailles d'honneur sont décernées pour des actions à Iwo Jima, un chiffre stupéfiant qui représente 28% de toutes les médailles du corps des marines attribuées durant toute la campagne du Pacifique. Et si quelqu'un en doute encore, la détermination japonaise et leurs pertes le prouvent au-delà de toute contestation. Sur les 21 000 défenseurs initiaux, seuls 200 survivent, 20 800 hommes ont choisi de mourir plutôt que de se rendre. C'est un aperçu glaçant de ce à quoi les Américains sont confrontés, et un regard terrifiant sur ce que pourrait être une invasion du territoire japonais, amplifiée 1000 fois. La guerre aérienne entre désormais dans une phase nouvelle et terrifiante. Seulement 18 jours après les premiers débarquements à Iwo Jima, Curtis LeMay lance une campagne de bombardements incendiaires aériens à grande échelle qui marquera l'histoire comme l'un des raids nocturnes les plus destructeurs jamais vus, l'opération Meeting House. Plus de 300 B-9 frappent Tokyo, volant à basse altitude dans l'obscurité, guidés par des avions éclaireurs qui larguent du napalm en formant un gigantesque X de feu pour marquer la zone cible. Ils ravagent 16 miles carrés de la ville en une seule nuit. 100 000 civils japonais sont incinérés. 1 million d'autres se retrouvent sans abri en quelques heures.
Les villes de Nagoya, Osaka et Kobe subissent le même sort lors des raids suivants, rasées par une campagne de feu sans précédent dans l'histoire de la guerre. Chaque mois, LeMay reçoit 100 nouveaux B-29 sortis des usines de Boeing pour rejoindre la campagne. Au total, ces avions largueront 170 000 tonnes de bombes sur le Japon. Jusqu'à 500 bombardiers participent à chaque raid, formant des colonnes d'appareils qui s'étendent sur des kilomètres dans le ciel nocturne. Ils volent désormais de nuit et à basse altitude, entre 600 et 1000 pieds, afin de maximiser la précision et la destructivité de leurs charges incendiaires. LeMay ordonne que les armes et les équipements non essentiels soient retirés des B-29 afin qu'ils puissent emporter encore davantage de munitions. Les bombardiers deviennent des camions-citernes volants, leurs soutes remplies de napalm et d'engins incendiaires au lieu d'armements défensifs. Et cela ne s'arrête pas là. Avec les pistes d'atterrissage d'Iwo Jima désormais opérationnelles, les chasseurs américains peuvent commencer à patrouiller au-dessus du Japon, tirant et mitraillant des cibles à volonté trains, camions, bateaux de pêche, usines, tout ce qui bouge ou reste immobile devient une cible. Le ciel au-dessus du Japon appartient entièrement aux États-Unis. Et pourtant, malgré tout cela, le blocus qui affame la nation et les tempêtes de feu qui consument ses villes, le peuple japonais ne montre aucun signe de fléchissement. La vérité inévitable est que la campagne de bombardement de LeMay, malgré toute sa destruction, ne brise pas la volonté nationale. Une invasion terrestre et le nombre horrifique de pertes qui l'accompagnera inévitablement semblent inévitables. Au printemps 1945, les planificateurs militaires américains dans le Pacifique sont terrifiés à l'idée de mener d'autres invasions terrestres contre les Japonais. Mais pour gagner la guerre, c'est une sombre nécessité. Des centaines de soi-disant îles principales composent la nation japonaise. En leur centre se trouvent les principales zones de population du Japon, les 4 grandes îles de Honshu, Hokkaido, Kyushu et Shikoku. Avant même de pouvoir envisager de les capturer, l'Amérique a besoin de zones de préparation plus proches du continent. En tête de liste, Okinawa, à 340 miles au sud du Japon continental, suffisamment proche pour entrevoir la fin. À Okinawa, 100 000 soldats japonais attendent les troupes terrestres américaines. Derrière eux se trouvent des centaines de pilotes formés au code du Bushido, celui de la mort plutôt que de la défaite. De jeunes hommes, certains à peine sortis de l'adolescence, qui se sont portés volontaires pour précipiter leurs avions sur les ponts des navires américains. Ils sont prêts. Ils ont eu des mois pour se préparer et ils ont l'intention de faire d'Okinawa le cimetière de la flotte américaine. Les États-Unis rassemblent une force opérationnelle massive pour s'emparer de l'île. Mais avant que les bottes américaines ne foulent le sol d'Okinawa, les Japonais frappent les premiers. Vague après vague de chasseurs convertis en kamikazes, chacun transportant un pilote pour un aller simple vers l'anéantissement, frappent la flotte d'invasion. Ils sont soutenus par des bombardiers conventionnels. Plusieurs porte-avions sont touchés, leur pont d'envol éventré et leur hangar en flammes. D'autres sont gravement endommagés. Les pertes sont encore plus lourdes. Parmi les destroyers, qui tiennent les lignes de défense extérieure, de petits navires à la coque mince et aux équipages courageux, encaissant coup sur coup de la part de pilotes qui n'ont aucune intention de survivre à la journée malgré les dégâts. L'invasion américaine se poursuit. Elle commence, comme toujours, par un bombardement massif. Cuirassés et croiseurs pilonnent le littoral jusqu'à ce que l'air soit épais de fumée et imprégné de l'odeur de la cordite. Les avions mitraillent et bombardent chaque position identifiable. Le volume de puissance de feu déchaîné sur Okinawa est saisissant. Une ouverture tonitruante à ce que tous savent être une longue et sanglante épreuve. Puis l'assaut terrestre commence. Des unités de l'armée attaquent au sud et des unités de marine au nord, dans le but de couper l'île en deux et de vaincre les défenseurs. Dans le détail, une fois encore, le débarquement est étrangement silencieux. Un silence inquiétant que les Américains ont désormais appris à redouter. Le commandant japonais, le lieutenant-général Mitsuru Ushijima, a retiré ses forces vers un système de défense élaboré appelé la ligne de Shuri. Les unités de l'armée qui progressent vers le sud découvrent rapidement ce que cela signifie. Les fantassins américains doivent avancer pouce par pouce à travers la ligne de Shuri. Chaque point fort, pris au prix terrible du sang et des vies, voit les défenseurs japonais se replier simplement vers des positions préparées à l'avance derrière. Et tout le processus sanglant recommence. La force opérationnelle ancrée en mer n'est pas épargnée non plus. La campagne des kamikazes se poursuit avec une intensité terrifiante. Le 7 avril, 700 avions kamikazes partent pour une mission sans retour. Ils frappent les navires ancrés au large d'Okinawa, vague après vague.
Un destroyer survit à 6 attaques kamikazes distinctes et à 4 impacts directs de bombes. Son équipage, luttant contre les incendies et les voies d'eau avec tout ce qu'il a, refuse de laisser son navire couler. 4 autres navires n'ont pas cette chance et sombrent. 24 autres sont endommagés. Le coût pour les Japonais est de 335 appareils, mais leur haut commandement juge l'échange valable. Les dirigeants japonais sont même prêts à sacrifier la fierté de toute leur flotte dans une ultime mission désespérée. Le Yamato, le plus grand et le plus puissant cuirassé du monde, un léviathan de 72 000 tonnes hérissé, des plus gros canons navals jamais construits, est envoyé pour une dernière sortie afin de dévaster la flotte américaine à Okinawa. Il n'emporte que le carburant nécessaire pour un voyage sans retour. Le plan est qu'il s'échoue et utilise ses canons massifs comme batterie côtière. Il est repéré en route. 400 chasseurs américains sont lancés. Ils se ruent sur le gigantesque navire comme des frelons. Le Yamato est réduit en pièces, emportant avec lui plus de 3000 membres d'équipage au fond de la mer de Chine orientale. L'air du cuirassé meurt avec lui à Okinawa même. Les combats se poursuivent sans merci. Les Marines et les GI se retrouvent engagés dans des affrontements mortels au corps à corps, sous la pluie et dans la boue. 30 jours après le début de la campagne, une nouvelle capitale leur parvient au milieu du chaos. Adolf Hitler s'est suicidé dans son bunker à Berlin. Une semaine plus tard, la guerre en Europe est terminée. L'Allemagne a capitulé sans condition. Mais tandis que le reste du monde se réjouit, pour les Leathernecks et les GI qui combattent à Okinawa, la nouvelle ne signifie presque rien. Certains commandants d'unités ne peuvent accorder à leurs hommes que 5 minutes pour assimiler la nouvelle avant de leur ordonner, sombrement, de repartir à l'attaque. Il reste encore des soldats japonais dans les grottes à venir. Il reste encore des bunkers à nettoyer. La guerre en Europe peut être terminée, mais la guerre dans le Pacifique fait toujours rage, sans fin en vue. La bataille d'Okinawa se prolonge sur un 2e mois, puis un 3e, alors que les Américains peinent à venir à bout des défenses japonaises. Chaque grotte dissimule une embuscade. Chaque lisière d'arbres cache un nouveau bunker. Les forces américaines jettent tout ce qu'elles ont contre les positions japonaises. Avec une suprématie aérienne totale, les chasseurs bombardiers américains assument un rôle spécialisé d'appui au sol. Les troupes travaillent côte à côte avec des contrôleurs aériens avancés, identifiant les cibles et guidant les chasseurs avec une précision dévastatrice. Si les avions ne peuvent réduire les résistances les plus tenaces, des chars lance-flammes ou des charges de démolition sont déployés. Pourtant, les Japonais continuent de se battre, mourant sur leur position plutôt que de se replier. Ce n'est que lorsque la principale ville de Shuri est finalement capturée et que les marines lancent une nouvelle offensive que l'île commence enfin à tomber. Il a fallu 82 jours brutaux, épuisants, qui brisent l'âme. Le coup est stupéfiant, au-delà de toute croyance. 7503. Des soldats américains paient Okinawa de leur vie. Près de 37 000 autres sont blessés. 5 000 marins sont tués à bord des navires au large, les pires pertes navales de toute la guerre. Un chiffre qui choque même les planificateurs les plus endurcis au Japon. Les pertes sont encore plus catastrophiques. 100 000 soldats japonais gisent morts à travers l'île. Seuls 7 000 se rendent. Les autres choisissent de mourir, comme l'exige leur code. Ces pertes horribles montrent clairement aux généraux américains que prendre le Japon continental signifiera la mère de toutes les batailles. Cela fera paraître Okinawa comme une simple escarmouche. Pendant ce temps, à travers les îles principales, le Japon se prépare à ce que ses dirigeants appellent Ketsugo, la bataille finale décisive. La stratégie repose sur une terrible hypothèse. Si le coût de l'invasion peut être rendu suffisamment élevé, les Américains fléchiront. Des centaines de nouveaux pilotes kamikazes sont formés sur des aérodromes à travers le pays. De jeunes hommes écrivant leurs dernières lettres à leur mère et à leurs bien-aimés avant de monter dans leur cockpit. Ils n'en sortiront jamais. 375 000 soldats sont rassemblés pour repousser l'invasion américaine attendue. Des milices civiles et des volontaires suicides, des vieillards, des femmes et des adolescents armés de lances en bambou aiguisées, d'explosifs artisanaux et d'une volonté de mourir pour l'empereur sont organisés dans chaque village et chaque ville à travers les îles principales, dans les airs. Une réserve de 5 000 avions a été cachée dans des grottes et dispersée sur des aérodromes camouflés, préservés pour la bataille finale. Les meilleurs chars du Japon ont été retenus, dissimulés dans les montagnes, en attente de l'engagement décisif. Même après avoir été frappés par des centaines de milliers de tonnes de bombes, même avec leurs villes en ruine et leur peuple affamé, les dirigeants militaires japonais refusent catégoriquement d'envisager la reddition. Pour eux, se rendre est pire que la mort de chaque homme, femme et enfant de la nation. Malgré tous leurs efforts pour trouver une alternative, les stratèges américains sont confrontés à une réalité sombre
et inéluctable, la nécessité d'envahir le Japon. Il est désormais parfaitement clair quelle est la tactique japonaise. S'ils peuvent la rendre suffisamment sanglante, s'ils peuvent transformer chaque plage en un autre Iwo Jima, chaque colline en une autre ligne de Shuri, ils croient que l'Amérique n'aura pas le courage de poursuivre le combat, que le public américain, las de la guerre après 4 années de conflit mondial, exigera une paix négociée plutôt que d'endurer les pertes catastrophiques qu'exigerait une invasion. Lorsqu'on leur demande d'estimer le nombre final de victimes, les planificateurs militaires américains avancent un chiffre qui glace les couloirs du pouvoir à Washington. 250 000 de vies américaines. Certaines estimations sont bien plus élevées. Pourtant, c'est un chiffre tout simplement inacceptable. Ils doivent trouver une autre solution. Il en existe une. Une révolution qui offre au président Harry S. Truman une alternative à une invasion terrestre qui changera non seulement l'issue de cette guerre, mais aussi le cours même de l'histoire humaine. À Potsdam, dans les ruines de l'Allemagne vaincue, les dirigeants des puissances alliées se rassemblent pour les caméras. Le président des États-Unis, Harry S. Truman, le généralissime russe Joseph Staline et le premier ministre britannique Winston Churchill posent pour la presse internationale. Derrière les poignées de main et les photographies soigneusement mises en scène, un secret brûle. Le président Truman est à la conférence de Potsdam lorsque lui parvient la nouvelle d'un développement dans un programme d'armement top secret, un programme si classifié que même la plupart des officiers supérieurs n'en connaissent pas l'existence. Un jour plus tôt, sur le site d'essai de White Sands, dans le désert du Nouveau-Mexique, le premier essai atomique réussi de l'histoire a eu lieu. Son nom de code est Trinity. Le sable du désert sous l'explosion a été fusionné en verre. C'est l'aube de l'ère nucléaire. Le projet Manhattan est un programme vieux de 3 ans, visant à mettre au point une arme d'une puissance si monstrueuse qu'elle pourrait forcer les Japonais à capituler sans qu'aucune embarcation d'invasion n'atteigne la plage. Il a mobilisé des ressources immenses, employé plus de 100 000 personnes sur plusieurs sites secrets et fonctionné sous un voile de secret si total que même le vice-président Truman n'en connaissait pas l'existence avant de devenir président. Son cerveau scientifique est J. Robert Oppenheimer, un physicien brillant et tourmenté qui dira plus tard que l'essai lui a rappelé des mots issus des écritures hindoues. « Maintenant je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ». Ceux qui ont assisté à l'essai Trinity décrivent une lumière plus brillante que 1000 soleils, une chaleur perceptible à 10 000 de distance et un champignon atomique s'élevant à 40 000 pieds dans le ciel du Nouveau-Mexique. Le résultat du travail d'Oppenheimer est la bombe nucléaire. Elle consiste à scinder des atomes pour libérer des quantités inimaginables d'énergie explosive, une énergie qui dépasse de plusieurs ordres de grandeur celle de la plus grande bombe conventionnelle. Oppenheimer et son équipe ont développé 2 types d'armes. L'une utilise de l'uranium naturel, l'autre, encore plus puissante, utilise du plutonium fabriqué par l'homme. À Potsdam, le président Truman laisse entendre au dirigeant soviétique Joseph Staline qu'une nouvelle arme puissante est prête à être utilisée. Staline semble étrangement peu surpris par cette révélation. Truman est déconcerté par son absence de réaction, mais apprendra plus tard la raison. Des espions russes ont déjà infiltré le projet Manhattan et en ont rapporté les avancées à Moscou. Staline sait exactement de quoi parle Truman. Depuis Potsdam, un ultimatum est adressé aux Japonais, se rendre ou faire face à une destruction totale. Le Japon ne répond pas. Le Premier ministre a reçu l'ordre de maintenir ce que les Japonais appellent mokusatsu, tué par un mépris silencieux. L'ultimatum est accueilli par le silence. Après avoir longuement hésité, pesant la vie des civils japonais contre celle des soldats américains, mesurant l'horreur de la bombe face à celle d'une invasion, le président Truman donne son feu vert. Quelques jours plus tard, l'équipage d'un MV-9 baptisé Enola Gay, du nom de la mère de son commandant, le colonel Paul Tibbets, décolle de leur base aérienne sur l'île de Tinian, dans les îles Mariannes du Nord. Dans la soute de l'appareil se trouve une bombe à uranium de 15 kilotonnes, surnommée Little Boy. Leur cible est Hiroshima, une ville de l'ouest du Japon. Il faut à l'Enola Gay et à sa cargaison mortelle 6 heures pour atteindre Hiroshima, à 500 miles de la capitale Tokyo. 6 heures de vol au-dessus du Pacifique. L'équipage est pour la plupart silencieux, chaque homme seul avec ses pensées quant à ce qu'il s'apprête à faire. Ce matin-là, le temps au-dessus d'Hiroshima est clair et limpide, une parfaite journée d'été. Les gens se rendent au travail, les tramways circulent, des enfants marchent vers l'école, leurs cartables sur les épaules. À 31 000 pieds au-dessus d'eux, tout l'équipage de l'Enola Gay tourne au-dessus de la ville. Puis, à 8h15, heure locale, les portes de la soute s'ouvrent et Little Boy tombe dans l'air clair du matin. Ce qui suit défie la capacité du langage à le décrire. Une explosion d'une puissance équivalente à près de 15 000 tonnes de TNT détonne au-dessus de la ville.
Pour les victimes en dessous, la mort arrive par étapes, chacune plus terrible que la précédente. D'abord, le sol directement sous le point zéro est porté à 5000 degrés, une température qui vaporise le béton, l'acier et les êtres humains en un instant, ne laissant que des ombres brûlées dans la pierre. Puis vient l'onde de choc, un mur d'air comprimé se déplaçant plus vite que le son, aplatissant les bâtiments sur des kilomètres à la ronde, comme une main géante balayant une table de bâtonnets. Ensuite, une tempête de feu meurtrière éclate, aspirant l'oxygène de l'atmosphère et créant un vide qui étouffe ceux que l'explosion n'a pas déjà tués. Enfin, dans les heures et les jours qui suivent, d'autres succombent à l'empoisonnement par radiation, qui arrive sous forme d'une pluie noire, huileuse et radioactive tombant d'un ciel obscurci. Une pluie qui empoisonne tout ce qu'elle touche. La dévastation causée par une seule bombe dépasse toute expérience humaine antérieure. Environ 70 000 personnes sont tuées lors de l'explosion initiale et de la tempête de feu. Des dizaines de milliers d'autres mourront de radiation, de maladies et de brûlures dans les semaines et les mois à venir. Une ville entière a été effacée. Le président Truman annonce l'arme au monde et promet d'autres bombes atomiques, à moins que le Japon ne se rende sans condition. Ses paroles sont directes et dévastatrices. S'ils n'acceptent pas maintenant nos conditions, ils peuvent s'attendre à une pluie de destruction venue du ciel, telle qu'on n'en a jamais vue sur cette terre. Les Japonais l'ignorent. Même alors, ils choisissent de ne pas répondre à son ultimatum. Le commandement militaire, alors même que les cendres d'Hiroshima fument encore, affirme que le Japon peut tenir. 3 jours plus tard, une bombe au plutonium, encore plus puissante que la précédente, appelée Fat Man, est chargée à bord d'un autre B-29. La cible initiale est la ville de Kokura, mais une couverture nuageuse dense oblige l'équipage à se dérouter vers leur objectif secondaire, Nagasaki, à 760 miles au sud de Tokyo. L'explosion à Nagasaki est tout aussi meurtrière. Jusqu'à 50 000 personnes meurent en une seconde. La ville japonaise est réduite en décombres, en ombre et en silence, et pourtant, de manière incroyable, il n'y a toujours aucune réaction de la part des dirigeants japonais. Les Américains sont désormais confrontés à un problème qu'ils n'avaient pas anticipé. Ils n'ont plus de bombes atomiques prêtes à être utilisées. En fabriquer davantage prendra des semaines, peut être plus longtemps. Le bluff doit tenir. Dans l'intervalle, les cuirassés américains s'approchent des côtes du Japon, si près que leurs équipages peuvent voir le rivage et déverser le feu sur des cibles à l'intérieur des terres, rappel brutal que la guerre conventionnelle ne s'est pas arrêtée et ne s'arrêtera pas. Des chasseurs continuent de sillonner le ciel au-dessus du Japon, mitraillant tout ce qu'ils peuvent trouver. Le message est clair. Il ne reste plus aucun endroit sûr au Japon. Il n'y a nulle part où se cacher. Enfin, après une longue attente, le Conseil de guerre japonais se réunit en présence de l'empereur pour envisager l'impensable, accepter l'ultimatum de reddition proposé à Potsdam. Le débat est douloureux, amer et presque violent. La faction militaire exige une ultime bataille, mais l'empereur Hirohito, dans une intervention sans précédent, brise l'impasse. Il dit à ses ministres que la nation doit endurer l'insupportable. Ils acceptent, mais avec des conditions. L'offre conditionnelle du Japon est immédiatement rejetée par Washington. Le président Truman est catégorique. Seule une reddition sans condition est acceptable. Contre toute attente, les Japonais cèdent une fois de plus. L'impensable devient réalité. Une seule condition majeure subsiste. Leur empereur, Hirohito, doit être autorisé à rester au pouvoir. Les Américains indiquent que si le commandant suprême des forces alliées, le général Douglas MacArthur, est placé à la tête du Japon occupé, ils permettront à l'empereur de rester sur son trône. Les deux parties finissent par s'accorder sur les termes de la reddition sur le pont du cuirassé USS Missouri, ancré dans la baie de Tokyo, sous un ciel gris et couvert, le 2 septembre 1945. La délégation japonaise arrive pour signer l'acte de reddition. Et enfin, après 6 années de conflit mondial et 4 longues années de guerre sanglante dans le Pacifique, c'est terminé. La paix est arrivée. Cette guerre dans le Pacifique a été l'une des campagnes les plus sanglantes de la Seconde Guerre mondiale. Elle a vu l'apparition de nouvelles armes et tactiques terrifiantes. Les kamikazes, les bombardements incendiaires, le lance-flammes et le bouleversement ultime, la bombe atomique. Au final, c'est une catastrophe pour la nation japonaise. La guerre lui coûte 2 millions de vies, dont 740 000 militaires. La nation américaine a combattu pendant 4 ans et a enterré près d'un demi-million de ses fils dans le Pacifique. 55 145 hommes ont été perdus dans l'armée de terre, 29 263 dans la marine, 19 163 chez les marines.
Mais de tout ce carnage et de ces sacrifices, le monde ne trouve pas la paix durable qu'il désire tant. De nouveaux adversaires émergeant presque immédiatement dans une lutte épique pour maîtriser la puissance dévastatrice que la bombe atomique a libérée sur le monde. Et la nation japonaise doit reconstruire son pays dévasté, se relevant des ruines pour forger une nouvelle identité dans un monde transformé. Une métamorphose aussi remarquable que toute autre dans l'histoire. Cette histoire a commencé dans les eaux d'Hawaï, une guerre qui a commencé dans les décombres et s'est achevée en cendres.